De nouvelles stratégies sont mises en place pour atteindre les acheteurs et vendeurs de l'immobilier. Au lieu de pousser des messages vers l'audience des sites, l'inbound marketing la laisse venir naturellement grâce à des contenus spécifiques dédiés à leurs besoins et à leurs problématiques. Cette conférence présente cette technique marketing très performante au travers d'exemples concrets mis en œuvre par des acteurs de l'immobilier. Votre intervenant pour cette conférence s'appelle Alexandre Quentin, directeur de clientèle chez Winbound, groupe Mediaveil. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous parler d'inbound marketing. On va revenir ensemble effectivement sur la définition de l'inbound marketing, ce que c'est vraiment l'inbound marketing. Comment est-ce que nous aujourd'hui on l'a expérimenté et comment est-ce qu'on a cette approche si particulière du marketing digital. Et puis en fin de séance, je vous montrerai aussi deux exemples très parlants de sociétés travaillant dans l'immobilier, avec les résultats qu'ils ont pu obtenir en mettant en place des stratégies d'inbound marketing. Alors, aujourd'hui, moi je travaille pour deux marques, Winbound et MyChefcom, qui sont deux agences inbound marketing, et on est une filiale du groupe Mediaveil. Donc en fait, nos métiers à l'origine, c'est des métiers dans le marketing digital, et uniquement le marketing digital. Alors, l'agence historique MyChefcom a pris le pas de l'inbound marketing en 2013, donc il y a plus de 4 ans maintenant, il y a quasiment 4 ans et demi. Et en fait, on a été une des premières agences marketing en France à prendre le pas de l'inbound marketing, qui est une méthodologie issue des États-Unis et qui est née il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. Donc pour faire un petit peu d'histoire, Seth Godin, qui est un marketeur américain, a défini, donc il y a à peu près 10 ans, qu'en fait les structures et les comportements d'achat après l'arrivée d'Internet avaient changé. C'est-à-dire que la donne du web avait vraiment modifié le comportement d'achat des consommateurs, et donc les consommateurs incluaient systématiquement le web au sein de leur démarche d'achat. Donc on va y revenir un petit peu après, je vous expliquerai comment et en quoi très précisément, et comment est-ce qu'on a défini l'intervention, ou du moins la présence du web au sein du cycle d'achat. Mais après avoir fait cet état des lieux du marketing, et pour avoir travaillé dans beaucoup d'entreprises très conséquentes aux États-Unis, ils se sont aperçus que le marketing et la publicité, plus précisément, avaient depuis le début été sur un chemin assez finalement agressif, ce qu'on appelle de push, et que donc on était toujours et uniquement dans un message poussé vers les acheteurs et les consommateurs. Or, l'arrivée du web et l'accessibilité au volume d'informations immense que proposait Internet faisait qu'en fait le schéma devait changer, et que les consommateurs maintenant étaient plus réceptifs à partir du moment où ils avaient permis aux marques de les solliciter. Et donc on avait des campagnes de publicité qui étaient bien plus efficaces sur des cibles qui acceptaient de recevoir des informations plutôt que ceux qui n'avaient rien demandé. On est donc entré il y a 10 ans dans l'ère du marketing de permission. Suite à ce constat que la plupart des marketeurs un peu intelligents, et là je parle encore de l'avant-garde aux États-Unis il y a 10 ans, on s'est posé la question sur la façon dont on allait pouvoir utiliser ce marketing de permission, et donc aller demander la permission des consommateurs, des utilisateurs, avant de pouvoir les solliciter. Et on s'est aperçu que finalement, les différents canaux du web qui étaient proposés pouvaient nous aider à gagner la permission des différents consommateurs avant de pouvoir pousser des messages un peu plus commerciaux. Il y a donc quelques années, Brian Halligan, qui lui aussi était un marketeur américain, a écrit un livre qui s'appelle L'inbound marketing, et qui donc explique comment aujourd'hui on va s'adapter
cette nouvelle mode de consommation qui inclut Internet, le web, et comment est-ce qu'on va utiliser les différents canaux qui sont mis à notre disposition pour aller cueillir la permission des utilisateurs et donc pouvoir pousser des messages intéressants pour pouvoir continuer à faire du commerce et que les messages, bien sûr, soient le plus pertinents possible. Donc, à ce moment-là, il y a encore quelques années, on avait différents outils qui étaient mis à notre disposition pour bien faire des sites internet, pour traquer le suivi sur les sites internet, pour envoyer des emailing, pour utiliser les réseaux sociaux, pour gérer sa base de données, et puis des fois commencer à faire ce qu'on va appeler de l'automation marketing, ou en tout cas des scénarios d'email conditionnés. Le vrai problème qu'on avait alors, c'est que tous ces outils qui pouvaient exister, qui existent encore aujourd'hui, étaient très 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 difficiles à synchroniser les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand on avait une base de données de clients, qu'on avait envie de garder le contact avec eux par un email, qu'on avait envie de les solliciter sur les réseaux sociaux pour leur promouvoir nos produits, essayer d'avoir un seul contact et savoir à quel moment il a cliqué sur un email, s'il est venu par le réseau social ou comment il s'est comporté sur notre site, c'était une galère sans nom à pouvoir associer et gagner, et du moins identifier les différentes synergies qu'il y avait entre les différents outils. Il a donc, Brian Egan, décidé de s'associer avec une personne, un codeur, donc un informaticien, qui s'appelle Dharmesh Shah, et ensemble, ils ont créé la plateforme HubSpot. HubSpot a révolutionné le marketing intelligent moderne en proposant aux marketeurs de suivre depuis le début les leads, les contacts qui vont être créés, savoir exactement comment ça va se passer pour eux dans leur parcours client et dans leur cycle de décision d'achat, et de pouvoir pousser les bons messages au bon moment, en ayant toujours en tête que le premier facteur avant de pouvoir engager réellement la cible, c'était d'obtenir sa permission. Donc là, on est parti sur effectivement la définition de l'inbound marketing. Je vais revenir rapidement sur l'état de l'art qu'a fait Google il y a quelques années. Jusqu'à 2005-2006, on était sur des schémas de vente où en fait, quand on s'intéresse un petit peu aux clients, et souvent on va entendre, que ce soit les marketeurs, les commerciaux, les dirigeants d'entreprise, vous dire qu'effectivement, ce qui les importe, c'est ce que vivent leurs clients, et c'est très important, ok. Mais en réalité, quand on s'attarde réellement, vraiment sur le client, on cherche à savoir ce qu'il vit réellement. Donc on se met à sa place. Et en fait, il y a quelques années, on se disait que le premier moment de vérité pour un client, c'était quand il passait à l'achat, quand il passe à la caisse. Ça, c'était le premier moment de vérité. Et puis, on avait un deuxième moment de vérité qui était le moment où on teste le produit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a acheté, on arrive chez soi, on le déballe, ou du moins, quand on a acheté son appartement, on emménage. D'ailleurs, on entend aussi des publicités aujourd'hui, que ce soit à la télévision ou à la radio, qui vantent le taux de satisfaction des gens à l'aménagement de son achat d'appartement, par exemple. On disait c'est le deuxième moment de vérité. Il y a eu on a ce qu'on appelle hyper le client pour lui dire tu vas voir, viens chez moi, tu vas voir, c'est le meilleur produit, le meilleur service. Donc il passe effectivement à la caisse, il est content. Et puis après, quand il vit vraiment l'expérience de l'achat de son produit, il y a un deuxième moment de vérité. Et souvent ce deuxième moment de vérité, il était moins chouette que le premier moment de vérité quand il passait à la caisse. Et puis, Google, à un moment donné, effectivement, sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, s'est dit, mais attendez, en fait, le premier moment de vérité, c'est pas celui quand on passe à l'achat. Le premier moment de vérité, aujourd'hui, c'est celui quand on fait sa recherche sur Internet. Parce que, avant de passer à l'acte d'achat, aujourd'hui, systématiquement, et tous dans la salle, vous avez fait une recherche Internet. Et si vous ne l'avez pas fait, alors vous allez un petit peu dans l'inconnu. Et puis des fois, on se dit... ouais, mais non, j'ai peut-être pas fait de recherche sur Internet, mais au moins j'ai demandé à un ami, ou c'est un ami qui m'a conseillé. Eh bien en fait, aujourd'hui, on retrouve ce schéma de recommandation de la même façon sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites de test, etc. Donc en fait, ce premier moment de vérité, qui est le vrai premier moment de vérité, c'est le zero moment of truth. Et c'est celui qui finalement est primordial dans le cycle de décision dans lequel va rentrer votre client.
En inbound marketing, on a une méthode qui est très processée. On va partir du constat, enfin du schéma dans lequel, au début, un client, avant qu'il devienne prospect, va être en fait un étranger. Il est étranger à votre marque, il est étranger à vos produits, il est étranger à vos services. Il ne sait pas que vous existez. Ou s'il sait que vous existez, il ne sait pas vraiment ce que vous faites ou comment vous pouvez à un moment donné l'aider ou lui apporter une solution. L'objectif est donc d'attirer ces étrangers, pour nous, sur le site internet. Pourquoi ? Parce que le site internet, pour nous, est la pierre angulaire de la méthodologie. En gros, aujourd'hui, quand vous voulez raconter quelque chose ou quand vous allez faire de la prospection, quand les commerciaux sont sur le terrain, la première chose qu'ils font auprès d'un client, c'est qu'ils vont justifier leur savoir-faire, leur expérience. Ils vont justifier et argumenter les raisons pour lesquelles vous devez acheter le bien chez eux ou avec eux. Et donc, on va chercher effectivement à faire en sorte que le site internet soit ou devienne un commercial 24 heures sur 24 disponible avec toutes les informations nécessaires et qui va permettre au consommateur futur, à l'utilisateur ou à l'acheteur ou au vendeur de se projeter et de s'interroger, mais toujours en lui donnant un maximum d'informations le plus factuelles possible, en évitant bien sûr d'être auto-centré. Et pour ça, alors il y a des moyens simples, puisqu'on fait du marketing digital, on va utiliser les canaux qui nous servent le plus. Et dans la phase d'attraction, c'est-à-dire la transformation d'un étranger en visiteur sur votre site web, on va d'abord utiliser le référencement naturel, puisqu'aujourd'hui les moteurs de recherche, et plus particulièrement Google, dominent le monde du web. Donc on va faire en sorte d'être présent en termes de SEO. Et puis le deuxième canal qui est intéressant pour nous en termes d'attraction sur le site web, ce sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une vraie force, une vraie capacité à faire venir des gens sur votre site web alors qu'ils ne vous connaissent pas encore. Pour plusieurs raisons, parce que vous êtes arrivé dans un fil d'information grâce à vos contacts, mais aussi potentiellement parce qu'un contact vous a recommandé. Ensuite, quand il est devenu visiteur de votre site web, on va vouloir faire en sorte de savoir si ce visiteur, c'est vraiment un prospect. Parce que très clairement, les visiteurs sur votre site web, il y en a plein. Il y a vos concurrents, il y a effectivement vos prospects, mais il y a aussi vos partenaires, il y a des étudiants, il y a des curieux, enfin, il y en a plein. Il y a même des bots, etc. Donc l'objectif pour nous, il est aussi de savoir si les visites sur le site, si l'audience que vous allez créer, c'est la bonne. Parce que si ce n'est pas la bonne, en fait, on s'en fiche. Générer des visiteurs pour faire des visites sur un site internet, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Sauf quand on a une régie publicitaire et qu'on gagne de l'argent sur le nombre de visites. Quand on a un site internet, ce qu'on a envie, c'est surtout qu'on lui fixe des objectifs et qu'il soit utile. Et potentiellement générateur de business. Donc pour faire en sorte de savoir si les visiteurs sont bien des prospects sur votre site, il va falloir leur demander qui ils sont. Et le moyen le plus simple de savoir qui ils sont, effectivement, c'est leur poser directement la question et leur demander de remplir un formulaire. Leur dire, voilà, donnez-moi votre nom, votre prénom, votre adresse email, ce que vous faites dans la vie, si vous êtes acheteur, si vous êtes vendeur, quel type de bien vous voulez acheter, quelle est la valeur, quel est le budget que vous voulez y mettre, etc. Puis quel usage aussi. Est-ce que c'est votre premier achat? Est-ce que vous avez déjà fait des achats? Est-ce que vous achetez pour y habiter? Est-ce que vous achetez pour investir? Est-ce que l'intérêt pour vous, c'est le patrimoine? C'est la défiscalisation? Il y a plein de questions comme ça autour de l'immobilier qui peuvent se poser. Et c'est autant de clients différents. Mais pour leur poser la question, si vous leur posez la question directement, si en homepage vous allez directement mettre un formulaire en disant maintenant tu me dis qui tu es pour savoir si tu es intéressant pour moi, personne ne remplira jamais votre formulaire. Ça ne marche pas comme ça. Si vous demandez quelque chose à un visiteur, alors il faut qu'il ait l'impression, ou en tout cas il faut qu'il ait envie de remplir ce formulaire, et donc il faut que vous lui offriez quelque chose derrière. Donc nous, les visiteurs, finalement, dans la détermination en prospect, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer de télécharger et d'accéder à du contenu encore un peu plus pertinent que celui auquel il avait déjà accès sur le site. Et s'il veut accéder à ce formulaire pertinent, il va falloir qu'il remplisse le formulaire et il va accéder. Et l'exemple le plus simple dans l'inbound marketing aujourd'hui, c'est d'utiliser des livres blancs. Si vous utilisez demain un livre blanc qui explique pourquoi
ou en tout cas les 10 raisons, les 10 raisons les plus efficientes pour passer par une agence plutôt qu'une autre, ou alors en quoi il est intéressant d'investir dans l'immobilier pour défiscaliser. Dans ce cas-là, et sur du contenu pertinent, bien sûr, parce qu'il faut qu'il ait envie de remplir le formulaire, encore une fois, on va pouvoir le cibler et commencer à collecter de l'information comme ça. Une fois qu'il aura rempli effectivement le formulaire, on va savoir exactement qui il est, et à un moment donné, on va savoir si finalement on peut le transformer en client. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé qu'il était intéressant pour nous, on va chercher à le transformer. Et donc là, c'est plutôt la force de vente qui va intervenir. Et on reparlera de l'étape entre le fait de devenir prospect et le fait de devenir une vraie opportunité commerciale, puisque ça rentre aussi dans la méthodologie. Et enfin, la quatrième étape du process, c'est la fidélisation. Et c'est une étape encore plus importante chez vous, enfin dans l'immobilier. C'est que aujourd'hui, et je vais directement vous expliquer ça avec la dernière slide, c'est que en fait, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un cercle vertueux. C'est-à-dire que pour nous, convertir et transformer un client, c'est aussi une potentielle opération de marketing si le client il est satisfait. Donc notre objectif, il est de faire en sorte que tous les clients soient satisfaits pour qu'en fait ils deviennent eux-mêmes promoteurs et qu'ils aillent dire justement aux différents étrangers qui ne vous connaissent pas encore, et donc on est sur de la recommandation, qu'ils peuvent vous faire confiance et qu'ils peuvent faire appel à vous. Donc on est bien sur une fidélisation qui crée des ambassadeurs qui vont eux-mêmes investir du temps dans votre marketing, mais pour lequel vous n'aurez plus besoin, vous, d'investir directement. La question de l'inbound marketing, elle est vitale pour différents secteurs d'activité et pour le format d'entreprise et de structure dans lequel vous êtes. Là, en fait, vous l'avez compris, pour que ça fonctionne, on a deux choses importantes. D'abord, c'est l'attraction, c'est ce qu'on appelle le lead gen, la génération de prospects. Et puis, le deuxième pan de l'inbound marketing qui est vital, c'est le lead nurturing, c'est-à-dire votre capacité à faire mûrir les leads pour qu'au moment où ils ont pris connaissance que vous avez une offre, et le moment où ils vont vraiment vous choisir, il va falloir effectivement qu'ils aient décidé. Le truc, c'est que effectivement, la décision, elle n'est pas toujours faite en un jour, 2 jours. Voilà. Des fois, le cycle de décision, il est beaucoup plus long. Et c'est là où l'inbound marketing est intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez un schéma d'activité, de business model dans lequel vous vendez des produits qui sont sur une consommation, on va dire instantanée, ou une consommation de cœur sur l'instant, vous avez peu de chances que l'inbound marketing soit efficace. Par contre, quand vous êtes sur des cycles d'achat long et complexe, comme dans l'immobilier, là, l'inbound marketing est intéressant parce que vous allez devoir faire mûrir les cibles, vous allez devoir les éduquer potentiellement à ce qu'ils doivent faire. Et plus on est dans des ventes complexes, et plus c'est intéressant. Donc le contenu est vital. Donc on met en application pour la méthodologie inbound marketing une stratégie de contenu. La stratégie de contenu va nourrir l'attraction parce qu'elle va nous être bénéfique pour le référencement naturel. On va potentiellement utiliser aussi des leviers de push avec du contenu de référencement payant plutôt. Mais en tout cas, l'objectif, il est bien d'attirer sur votre site. Et puis ensuite, et en fonction des différents états par lesquels le prospect va passer, on va pouvoir lui proposer du contenu pertinent, parce que l'objectif est bien de le faire mûrir. Donc là, on va se poser sur la partie du cycle d'achat et donc de la maturation. Tous les acheteurs aujourd'hui, d'ailleurs, quels que soient les secteurs d'activité, passent par 3 phases. D'abord, c'est la prise de conscience. La prise de conscience qu'on a une problématique. Et donc, qu'il va falloir y répondre. La deuxième, c'est la considération. C'est prendre en compte que différentes solutions existent. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui paye trop d'impôts. J'ai un problème, je paye trop d'impôts.
Une des solutions potentielles, c'est effectivement donc de défiscaliser. Et donc, il y a plusieurs façons de défiscaliser. Et donc, l'investissement immobilier est un moyen de défiscaliser. Mais il y en a d'autres, des moyens de défiscaliser. On peut aussi prendre quelqu'un pour travailler chez soi. On peut donner à des œuvres caritatives. On peut faire appel directement à un fiscaliste qui va gérer sa déclaration si on a un patrimoine important. En tout cas, il y a différentes possibilités. Donc, c'est la considération des offres qui s'offrent à soi. Et enfin, dans le troisième process de décision, on va avoir choisi, donc là on reprend l'exemple de l'investissement immobilier, on va avoir choisi de faire un investissement dans l'immobilier, mais il y a plusieurs acteurs qui s'offrent à nous, et donc on va décider de quel acteur on va choisir. Et donc il va falloir aussi potentiellement vous différencier de vos concurrents à cette étape-là. Pour chaque état du cycle d'achat, qui est détaillé ici, il y a des problématiques et des questions qui se posent et qui sont différentes à chaque fois. Et donc, si vous êtes en capacité de pouvoir répondre par le site web, notamment, qui a un contenu qui est persistant, si vous pouvez par ce site web répondre à ces différentes questions à différents états, ça veut dire que vous allez pouvoir attirer des gens qui sont dans l'état 1, prise de conscience, dans l'état 2 de considération et dans l'état 3 potentiellement de décision. Mais au moins, vous êtes sûr de pouvoir cueillir tous les leads qui se posent des questions déjà en prise de conscience et qui ne sont pas forcément tout de suite en recherche d'un bien pour défiscaliser. Et c'est souvent l'erreur que l'on voit aujourd'hui chez notamment les acteurs de l'immobilier et de la promotion qui mettent en avant tous les produits et tous les lots qui sont construits et sur lesquels ils ont besoin de les vendre. Et on va tout de suite proposer les lots, alors qu'en fait, on ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce que la cible est arrivée jusqu'à la décision d'acheter un de ces lots. Donc on est bien dans un schéma où le contenu est adapté au contexte et à la situation de la cible. Souvent, le contexte idéal, il est en plus placé là entre ces trois choses. Alors, d'abord, c'est le timing. À quel moment on va solliciter un contact? À quel moment on va lui envoyer un email? À quel moment on va l'appeler? Et à quel moment, lui, il a envie de consulter ou il a une question, il a une information? À partir du moment où votre site internet il est accessible 24 heures sur 24, ça veut dire que même à 23h30, minuit, 1h du mat, s'il a une question ou s'il se pose une question par rapport à sa gestion de patrimoine ou par rapport, c'est une question qu'on avait tout à l'heure, une question par rapport à un legs ou par rapport à un testament, comment ça se passe si demain on achète un bien? S'il trouve l'information sur le site, déjà, il n'y a pas besoin de vous solliciter, mais surtout, on est à son rythme. Si demain, on a besoin, et on s'est aperçu qu'effectivement, il avait des questions autour de ça et que nous, on pouvait lui apporter des réponses, si vous l'appelez quand il n'est pas encore prêt ou quand on est loin de la décision, ou que son conjoint n'a pas avancé, etc., c'est problématique parce qu'on n'arrive pas au bon moment. Et peut-être que le bon moment, ça sera dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et en tout cas, si vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas l'appeler au bon moment. Si vous ne l'appelez pas au bon moment, vous perdez souvent son engagement. Et si vous l'appelez au bon moment, c'est bingo. Et puis les deux autres, c'est effectivement le comportement. Donc c'est ce que je viens de citer, c'est que il va falloir pouvoir déterminer quand est-ce que ça va être le bon moment. Est-ce que c'est dans 3, 6 ou 10 mois? Et donc ça, on va le savoir par rapport à la consommation de contenu que vous allez mettre en ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demain, avec l'inbound marketing, traquer les comportements de vos cibles. C'est-à-dire que sur votre site, vous avez des articles de blog, vous avez des livres blancs et d'autres choses, des pages de contenu froid qui vous détaillent, des pages de contact directement. Si vous appelez un contact qui a regardé 30 ou 35 ou 45 de vos annonces, qu'en plus de ça, il s'est informé sur toute la dimension légale de l'achat et de savoir quand est-ce, et que vous lui avez posé une question, qu'il a téléchargé un livre blanc et que vous savez qu'il a déjà un budget et qu'il est déjà ce budget plus ou moins validé par la banque, c'est là effectivement peut-être le bon moment de le contacter. Et puis la personnalisation qui va être très importante puisque l'objectif, il n'est pas de détailler et de voir à chaque fois pour chaque cible quel est son process ou son avancée dans le cycle d'achat. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du traitement manuel de chaque cible, de chaque contact. On va essayer d'automatiser tout ça et de faire en sorte que les différents supports qui sont envoyés et communiqués le soient au bon moment, mais soient aussi personnalisés en fonction de ce qu'il a déjà consommé comme contenu, donc son comportement par rapport aux informations que vous voulez lui proposer. Mais aussi de faire en sorte que cette automatisation,
elle soit personnalisée pour qu'il y ait un vrai relationnel qui s'installe entre vous et lui. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, le site internet va devenir votre meilleur commercial, mais aussi va être en capacité finalement de pouvoir répondre, et la machine marketing qui est derrière va être en capacité de répondre précisément, de façon contextualisée, à un prospect qui potentiellement est intéressé. Dans la stratégie inbound marketing, on va nous avoir plusieurs choses, plusieurs livrables. Ce que je vous disais tout à l'heure, la méthode est quand même assez structurée. Et en amont de la construction et de la mise en place d'une méthodologie, on va agir sur 4 choses. La première, c'est ce qu'on appelle le persona. Très régulièrement, dans différents secteurs d'activité, encore une fois, on va s'apercevoir que les cibles que vous souhaitez viser sont en fait des segments d'une population donnée. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir forcément un segment d'une population pour lui adresser le bon message. On a besoin d'en savoir plus. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment il se comporte. En gros, d'abord, qui est votre client idéal? Parce que si vous avez plein de clients, mais que la majorité des clients que vous attirez, c'est pas forcément les bons, ou c'est pas ceux que vous avez envie de traiter, ou que ils créent forcément des difficultés dans le processus d'achat, on va plutôt les écarter et s'attarder sur ceux qui sont les plus intéressants à traiter. On va essayer de connaître ses habitudes, ses actions, mais aussi principalement ses problématiques. Parce que si vous connaissez bien ses problématiques, si vous savez devant quoi il bute, alors ça va vous faciliter la prise de parole, puisque vous allez parler de lui, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, et de comment vous pouvez l'aider, et de lui apporter des solutions en termes d'information, et donc devenir un peu plus qu'un simple fournisseur de biens, de services, et une simple entreprise. Vous allez être vraiment un support dans sa réflexion et l'apport de solutions à ses problèmes. La deuxième, c'est effectivement ces thématiques. Donc, on va les lister, bien sûr, donc basées sur les problématiques qu'on a vues ensemble. Mais ces thématiques-là, elles vont commencer à définir ce qu'on verra après, mais le calendrier éditorial. C'est-à-dire que vous allez créer votre stratégie de contenu qui va être axée sur les problématiques de votre futur client. Ce qui veut dire que tous les sujets vont être listés à ce moment-là, et ça va vous permettre aussi de commencer à travailler votre positionnement. C'est-à-dire que les thématiques que vous allez choisir d'aborder, c'est celles sur lesquelles vous allez vouloir être identifié quand on va faire des recherches sur vous, et notamment sur Google et sur les moteurs de recherche. Donc on a vraiment une phase importante là dans le travail de la strat. Alors, l'étude de ces cibles aussi, des personas, va nous permettre également de travailler le parcours d'achat. C'est-à-dire que souvent, quand on détermine les personas et quand on va définir vos cibles, on va directement aller les interviewer pour savoir ce qu'elles vivent et comment elles se comportent et quel support elles utilisent. Mais ça va nous permettre aussi de savoir, en couplant avec les forces commerciales de nos clients, savoir comment elles agissent et qu'est-ce qui se passe dans le cycle qu'on a vu tout à l'heure, prise de décision, considération, prise de conscience, pardon, considération, décision. Qu'est-ce qui se passe à chacune de ces étapes? Comment est-ce qu'il réagit et comment est-ce qu'il s'informe? Et qu'est-ce qui est le plus important en termes de support? Et donc, en fonction de ça, on va déterminer ce parcours d'achat. Et enfin, en couplant toutes les informations qu'on va avoir récoltées et ce qu'on va avoir travaillé en termes de stratégie de contenu, on va le mettre dans un calendrier éditorial qui va être notre feuille de route pour la mise en place de la méthodologie derrière. C'est-à-dire qu'on va savoir dans ce calendrier éditorial ce qu'on va écrire sur le blog ou dans les actualités, ce qu'on va écrire en termes de livre blanc et à qui on va le destiner, comment est-ce qu'on va promouvoir notre contenu, par quel type de canal, est-ce que c'est par réseaux sociaux, est-ce que c'est par emailing, comment est-ce qu'on va faire aussi pour enchaîner d'un livre blanc à un autre, si on s'aperçoit qu'effectivement il y a une cible qui a téléchargé un livre blanc, qui a consulté des articles de blog sur un sujet A, eh bien alors dans ce cas-là il va falloir lui pousser le contenu qui est A', et pour éviter de pousser un contenu B ou C qui n'est pas du tout en rapport avec la thématique avec laquelle il s'intéresse. Donc on va écrire toutes ces stratégies de contenu pour aider notre client à bien communiquer et à bien prendre la parole le plus efficacement possible. Là, je vous ai mis un schéma un petit peu plus complexe qui est issu des documents de chez HubSpot et qui en fait retrace tout le parcours d'un client.
En gros, on a un tunnel d'acquisition ici qui commence par être par un premier état qui est le prospect ou le visiteur de votre site. Et puis en fait, une fois qu'il est visiteur, on l'a dit tout à l'heure, il peut devenir un lead, c'est-à-dire un contact identifié sur votre site internet. C'est là où on sait si finalement c'est vraiment un prospect potentiel ou si c'est un concurrent, par exemple. Mais quand on ne sait pas encore si c'est effectivement un prospect, donc c'est ce qu'on appelle lead, hein, donc c'est les deux premiers. Une fois qu'on sait que c'est un vrai prospect et que potentiellement donc c'est un acheteur, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui veut investir, on va le mettre dans une catégorie qu'on appelle MQL, Marketing Qualified Lead. Et c'est là où on commence à définir les différents types de leads chez nous pour savoir comment est-ce qu'on va les travailler. Un Marketing Qualified Lead, c'est bien un contact identifié qu'on a qualifié pour le marketing et qui donc va être travaillé. Il va être travaillé dans le nurturing, donc la maturation, c'est-à-dire qu'on va lui pousser des contenus contextualisés, adaptés à son besoin, et qui sont en plus adaptés à son mode de consommation de contenu ou d'information. C'est-à-dire que si on sait que cette personne elle est plutôt active sur Twitter, ben on va plutôt pousser ses contenus sur Twitter. Si on sait qu'elle est plutôt lectrice de ses emails, on va plutôt pousser des emails, etc. Et puis après, ben c'est comment est-ce qu'il agit aussi. Est-ce qu'il est mobile? Est-ce qu'il est fixe? Donc là, ça va nous aider à construire les supports plutôt adaptés pour le mobile, plutôt adaptés pour les écrans d'ordinateur, etc. Puis, une fois qu'il a assez maturé, et ça, on va le savoir de deux façons différentes en général, soit il a consommé très vite différents contenus et il a enchaîné les contenus A, B, C qui étaient en une suite logique, et dans ce cas-là, ça nous montre qu'il a très vite pénétré le tunnel de la bonne façon, et donc on va lui attribuer tout de suite un statut de SQL, Sales Qualified Lead, donc qu'il est mûr tout de suite là pour être traité par le commerce. En gros, c'est un lead qui est chaud, un prospect chaud. Le prospect chaud, il peut aussi être beaucoup plus long à maturer et dans ce cas-là, consommer différents contenus dans différents ordres, mais sur une longue durée. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer des points en fonction de son comportement. Si il va consulter un article de blog, on va lui donner 2 points. S'il télécharge un livre blanc, ça va être 15 points, etc. Et à un certain moment, et on en reparlera, je crois, juste après, on va lui attribuer effectivement l'opportunité, enfin pas l'opportunité, mais le statut de Sales Qualified Lead, donc on va confier au commerce. Ensuite, le commerce récupère ces leads et va savoir si ce sont de vraies opportunités commerciales ou non. Et enfin, si ils arrivent à le transformer, deviennent des clients. Alors, concrètement, je vous ai parlé de la méthodo, mais on a aussi parlé de tracking, de contenu, d'animation, etc. Je vous ai mis ici des exemples d'outils. Il y en a certains qu'on utilise et d'autres qu'on n'utilise pas, mais qui sont des contenus spécifiques basés sur le même schéma que ce que je vous ai décrit tout à l'heure chez HubSpot, c'est-à-dire qui répondent de façon technique aux besoins de marketing intelligent. Donc dans le marketing intelligent, il y a 2 choses. La capacité de mettre en place une stratégie de marketing automation via une stratégie de contenu que vous allez défendre, c'est-à-dire créer du contenu, diffuser du contenu et promouvoir ce contenu. C'est un peu comme si certains d'entre vous sont des promoteurs. Quand vous construisez un lot, un programme, si vous le construisez au fin fond de la Vendée et que vous ne faites aucune publicité dessus, vous n'allez pas forcément vendre beaucoup de lots sur ce programme. C'est un peu la même chose pour le contenu. Si vous écrivez du contenu demain mais que vous n'en faites pas la promotion, le contenu ne sera pas lu et personne ne va venir le regarder et le lire. Donc cet outil va servir à ça. Et cet outil va aussi servir à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est au marketing automation. Le marketing automation, aujourd'hui, l'automatisation marketing, c'est la capacité à promouvoir de façon intelligente et automatique du contenu aux contacts qui se sont identifiés chez vous et qui sont donc dans votre base de données. Donc là, on a des outils américains, HubSpot en premier, qui est, on va dire, le leader du marché. Et tout le monde dans le milieu l'appelle la Rolls des outils de marketing automation. Marketo, qui, on va dire, est son concurrent direct. C'est encore un outil américain. Pledzi, qui est un outil beaucoup plus abordable en termes de coût, mais qui est un outil français qu'on utilise et qui est aussi très très bien en termes d'orientation de la promotion de contenu. Webmecanic, qui est aussi un outil français basé à Annecy et qui prend beaucoup de parts de marché en ce moment, qui est aussi très efficace. Eloqua, qui est la solution de Oracle, et Pardot, qui est la solution de Salesforce.
En fait, aujourd'hui, tous les gros outils qui sont déjà bien positionnés sur la CRM proposent des outils de marketing automation. Je ne vous ai pas mis la solution de Microsoft, mais aujourd'hui, quand vous prenez un Microsoft 365, vous avez aussi un outil de marketing automation qui peut être couplé, qui s'appelle qui s'appelle ClickDimension, pardon, et qui peut être associé donc à Microsoft Dynamics. Là, je vous ai mis juste un exemple effectivement de lead nurturing. Alors, un exemple rapide. J'ai mis pourcentage qui ne sont pas très bien passés là, sur la présentation. En gros, pour vous dire qu'effectivement, le lead nurturing aujourd'hui, c'est vraiment essentiel dans vos process d'acquisition de lead, mais vraiment de conclusion de contrat, parce que tout à l'heure, et je vous l'ai dit, vous avez dans les métiers de l'immobilier un aspect assez particulier qui est que dans un cycle de vie d'achat du client, il va pouvoir être tour à tour au fur et à mesure des années, d'abord locataire, ensuite acquéreur d'un premier bien, puis acquéreur d'un second bien plus important et potentiellement investisseur par la suite. C'est un schéma un peu stéréotypé, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont connu ce schéma-là, que ce soit dans leur vie personnelle ou chez vos clients. Donc forcément, la fidélisation est hyper importante et les différents besoins, même s'ils vont pouvoir faire appel à vous à différents moments de leur vie, ils ne sont pas sur les mêmes problématiques et ils ne sont pas forcément sur les mêmes services. Donc forcément, c'est important régulièrement de garder le contact avec eux, donc de les fidéliser, mais aussi de pouvoir déterminer quel est leur comportement pour essayer d'anticiper un maximum ces comportements et pouvoir leur proposer potentiellement et être présent très vite dans la prise de conscience des problématiques que vous avez des solutions à leur apporter. Donc ça, c'est du tracking, et c'est beaucoup de tracking et beaucoup d'identification de comportement. Et donc dans l'identification du comportement, on a le lead scoring. Je vous ai mis une stat quand même qui est importante, c'est que 73% des leads ne sont pas prêts à acheter et à conclure le marché avec vous, même si vous les avez intégrés comme contact, que ce soit dans une visite d'agence ou dans une identification directement sur le site internet. Et puis, 33% d'économie en moyenne sur un lead qui a été maturé, notamment par le web. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. L'automation, alors j'en ai parlé très rapidement, pour vous le détailler aussi très vite. On a différents niveaux d'automation aujourd'hui. Il y a un premier niveau d'automatisation marketing, dont je n'ai pas parlé, que vous connaissez tous, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils, et notamment les outils emailing, sont en capacité de vous proposer d'envoyer des emails de façon le plus personnalisée possible. C'est-à-dire que vous écrivez un email et vous l'écrivez à bonjour et vous mettez en gros ce qu'on appelle un token ou un tag qui va être écrit first name ou prénom. Et en fait, le prénom va être automatiquement remplacé par la donnée qui est présente dans votre base de données, si vous avez bien qualifié votre base de données. Ça, c'est un premier niveau d'automation. Vous avez tous commandé peut-être au moins une fois sur Amazon, Cdiscount ou autre. Après, vous recevez des emails en mettant bonjour Caroline. Ça, c'est déjà un premier niveau d'automation. Deuxième niveau d'automation qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est les workflows. En gros, les workflows, c'est ce qui est venu remplacer, ou plutôt compléter, ce qu'on appelait avant les scénarios d'emailing, sauf qu'on ne va pas se restreindre au nombre d'emails envoyés et d'enchaîner les emails les uns après les autres, mais on va bien intégrer des données comportementales dans les différents schémas de maturation et donc de promotion du contenu ou d'actions proposées, promotion du contenu ou d'offres directement par mail. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, si le client il a déjà téléchargé un livre blanc et qu'il a consulté 3 articles de blog et qu'il a au moins cliqué sur cet email, alors je lui envoie un email qui lui propose ça. Ça, c'est automatiser un envoi d'email contextualisé par rapport à des informations qu'on aura récoltées. Et donc ça se fait dans un workflow. Le Smart Automation, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui de proposer et de décrire du contenu en fonction des comportements qu'on a aussi déjà enregistrés. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de mettre sur une homepage d'un site du contenu différent en fonction des informations qu'on a récoltées. C'est-à-dire que si on sait que c'est un acheteur, on va pouvoir lui afficher une offre pour les acheteurs, et si c'est un vendeur, on va pouvoir lui proposer un service en fonction de ce qu'on aura récolté. Mais c'est aussi en fonction de ce qu'on aura déjà récolté en termes de comportement sur le site. Si c'est son 2e, 3e ou 5e visite sur le site,
alors on va pouvoir changer le contenu du site et donc l'adapter à ce qu'il a déjà fait et déjà consommé en termes de contenu. Et puis la partie prédictive, c'est la capacité des outils aujourd'hui à soit prévoir le contenu, mais en tout cas programmer du contenu et en fonction de la consommation du contenu déjà enregistré. Imaginons qu'on a une campagne marketing autour d'une thématique forte et on a écrit 5 articles de blog dessus. Eh bien, tant que le visiteur n'a pas consulté les 5 articles de blog, on va lui proposer dans une newsletter de façon récurrente les articles qu'il n'a pas encore lus. Et ça sera personnalisé en fonction du contact, puisque chacun aura potentiellement consommé le contenu de façon différente. On a aussi la capacité avec certains outils de faire du predictive lead scoring et donc de plus ou moins prévoir l'attribution de points d'intérêt et donc de générer des prospects chauds ou froids en fonction des comportements qu'il a eus en prenant en compte la vitesse à laquelle il a consommé son comportement. Je vous ai mis 2 exemples de boîtes qui travaillent dans l'IMO et qui ont mis en place une stratégie d'inbound marketing. La première, elle est australienne, pardon, First National Real Estate. Et en fait, on avait sur ce schéma-là une entreprise qui avait en fait déjà écrit énormément de contenu. Et ça, on en voit régulièrement, c'est-à-dire que des fois, les stratégies de contenu ont été lancées il y a quelques années. Et donc, l'entreprise avait écrit beaucoup d'articles de blog, d'actualités qui étaient présentes sur son site internet. Mais en fait, n'arrivait pas à réellement générer de contacts sur ce site. On a un exemple, nous, très concret, alors qui est sur un autre secteur d'activité, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, on peut avoir des sites avec énormément de contenu et des contenus pertinents. Et pour avoir un exemple concret de clients qui générait jusqu'à 300 000 visites mensuelles sur son site, qui commence à devenir conséquent, et qui pourtant avait un taux de conversion, c'est-à-dire en capacité d'identifier les leads, enfin les contacts qui venaient sur son site, donc d'identifier les visiteurs, à 0,2%. Donc en gros, sur les 0,2%, c'est déjà très faible, en sachant que c'est juste un contact identifié. Pour avoir derrière une demande de réels contacts et d'opportunités commerciales, bah, vous diminuez, et encore à chaque étape qu'on a vue tout à l'heure, vous diminuez le pourcentage. Donc vous avez vraiment un taux très faible. Donc le fait d'avoir refait son site internet et le fait d'avoir essayé d'aborder le schéma de marketing de façon un peu différente a fait qu'ils ont réussi à baisser le nombre de visites de leur site, mais pas forcément à augmenter le volume de contacts. Donc là, l'objectif, c'était bien de mettre en place une stratégie qui réussissait à lier les contenus entre eux, à identifier plus facilement les leads, et donc 6 mois après avoir mis en place cette stratégie de marketing automation, enfin d'inbound marketing, ont généré 71% de leads en plus, ont réussi à faire monter le référencement de leurs différents blogs et articles de blog qu'ils avaient écrits, puisque le fait de les lier entre eux convenait à un meilleur référencement et répondait mieux aux algorithmes de Google, donc 54% de visites supplémentaires, et enfin en moyenne 23% de pages web vues en plus. Donc là, on est sur un schéma assez rapide, avec tout de suite, au bout de 6 mois. Alors, quand je dis tout de suite, c'est qu'en fait, en inbound marketing, on est sur des schémas héroïstes, mais avec des résultats de retour sur investissement qui sont quand même assez longs. C'est-à-dire qu'en général, nos clients ne commencent à voir les résultats de ce qu'on fait qu'au bout de 6 mois d'investissement. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, après avoir mis en place la méthodologie, on commence à avoir des premiers résultats. Et puis les premiers résultats vraiment concrets et satisfaisants arrivent plutôt au bout de 9 à 12 mois. Là, on a un exemple dans l'immobilier qui, au bout de 6 mois, générait quand même tout de suite beaucoup plus d'opportunités commerciales. Et puis le deuxième exemple, Memphis Invest, donc une société qui est basée dans le Tennessee aux États-Unis et qui en fait, alors je vous ai pas mis il y a une infographie sur leur cas d'étude, mais qui il y a une dizaine d'années était vraiment en panne de génération de business.
très clairement, ils stagnaient complètement et avaient du mal à continuer à décoller. Ils avaient une forte croissance au début de la création de l'agence. Ils avaient 2 agences à l'époque, ils en ont 4 aujourd'hui, je crois. Et en fait, c'était vraiment de se dire, ok, maintenant on a une expertise, on est localisé géographiquement, on sait de quoi on parle, on a un vrai potentiel avec les clients locaux. Et donc, l'objectif, donc en 2013, il y a une vraie problématique, donc chute des ventes, aucun outil marketing, une volonté de continuer, enfin d'aller toucher des clients, mais sans savoir trop comment faire. Et puis donc, ils se disent qu'effectivement, l'inbound marketing peut répondre potentiellement à leur problématique. Et donc, ils s'attaquent effectivement, comme je dis là, à 3 sujets forts. Les liens entrants, c'est-à-dire la capacité à être présent sur d'autres sites web, c'est-à-dire faire parler d'eux directement sur la toile, de travailler des mots-clés référencés, c'est-à-dire de gagner en référencement et d'être trouvé par des clients qui tapent les mots-clés quand ils ont une problématique, notamment liée forcément à l'immobilier. Et puis la 3e axe, c'était la conversion de leur lead. C'est-à-dire que vous avez beau, c'est un peu comme l'exemple précédent, vous avez beau mettre du contenu et avoir un site énorme et avec beaucoup de visites, si vous ne permettez pas à vos cibles, à vos visiteurs de s'identifier et donc d'être qualifiés, dans ce cas-là, vos visites ne servent à rien. Juste pour exemple, si effectivement vous avez beaucoup de visites sur votre site internet, si vous commencez à avoir beaucoup de visites sur votre site internet, mais que vous avez juste un formulaire de contact, ou alors directement une proposition d'offre ou d'audit ou d'estimation de biens par exemple, alors ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'en fait, ce que vous proposez à ce moment-là, en termes d'engagement et de création de contacts, c'est trop engageant. Donc en gros, il faut créer des ponts. C'est-à-dire, avant d'être hyper engageant et avant d'être dans la phase de prise de décision, il faut d'abord proposer du contenu qui va répondre à la prise de conscience et potentiellement la considération des solutions qui s'offrent à votre cible. Donc là, c'est effectivement ce à quoi ils se sont attaqués. Et à peu près 2 ans plus tard, ils sont passés de 300 liens entrants à 4500. Alors, les liens entrants, c'est simple. Je ne sais pas si vous avez compris à quoi ça sert, mais c'est que les gens qui sont potentiellement sur d'autres sites vont venir sur le vôtre. Donc ça, déjà, ça va vous créer du trafic. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au niveau de Google, vous allez gagner en autorité. Donc là, on est sur des cours plutôt de référencement naturel. C'est-à-dire que Google, lui, il regarde tous les sites qui pointent vers le vôtre. Et plus vous en avez, et plus pour lui, ça veut dire que vous êtes l'autorité en termes de thématique sur ce sujet. Parce qu'en plus de ça, il ne va pas regarder juste les liens entrants, il va regarder de quoi ça parle et du contenu. Et si les gens restent sur votre page, etc. Donc plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, et si vous voulez avoir des liens qui pointent vers votre site, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait du contenu pertinent. Parce que personne ne va les pointer vers un site qui raconte n'importe quoi ou qui n'a pas forcément d'intérêt. Donc plus vous êtes intéressant, et plus on va venir vers vous, et plus les autres sites vont venir vers vous. Et donc plus vous allez avoir de trafic entrant, et plus vous allez monter en autorité, et plus vous allez monter en autorité, et plus vous allez apparaître haut dans les résultats de recherche Google. Donc c'est hyper important en termes de référencement. Et puis après, le travail sur les mots-clés chez eux, ils sont arrivés à 38 mots-clés en top 3. Alors, 38 mots-clés en top 3, ça veut dire que sur 38 mots-clés différents, ils sont dans les 3 premiers résultats de la page Google. Donc autant vous dire que voilà, si vous, sur les 38 mots-clés, si vous couvrez une dizaine ou une vingtaine de sujets différents, vous êtes très 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 bien positionné, quel que soit le sujet auquel vous allez faire... quel que soit le sujet que vous allez aborder. Pardon. Juste pour information, il y a quelques années, j'ai regardé une conférence de quelqu'un sur le référencement aux États-Unis, et il y avait une blague comme ça qui disait quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre. En fait, c'est la 2e page de recherche Google, parce que très clairement, personne n'y va. Et enfin, 20% de taux de conversion pour un chiffre d'affaires en augmentation de 260% au bout de 2 ans. Et clairement en relation avec l'inbound marketing, puisque la totalité des opérations marketing qui ont été faites ont été traquées et ont pu réussir à être déterminées comme étant à l'origine une opération marketing qui génère donc du business par la suite.
Donc là, on a une preuve tangible, effectivement, que l'inbound marketing, pour cette entreprise, a bien fonctionné, parce que le schéma dans lequel elle intervenait, elle avançait, était fait pour fonctionner, évidemment, sur le web et sur Internet. Alors, juste en conclusion, et je le répéterai jamais assez, c'est qu'on parle beaucoup aussi d'outils dans l'inbound marketing, mais très clairement, même si les solutions techniques aujourd'hui, elles sont essentielles à la mise en place d'une méthodologie inbound, puisque très clairement, si demain vous voulez faire de l'inbound marketing, vous voulez avoir une stratégie de contenu qui attire, qui génère et qui transforme des leads sur votre site internet, vous n'y arriverez pas sans un outil qui vous permet de le faire. Et en combinant plusieurs outils, vous allez effectivement bricoler, avoir différentes briques sur la méthodologie entière, mais vous n'arriverez pas réellement à être optimisé. Donc l'aspect technique est vraiment important. Pour autant, c'est la méthodologie, la structuration et la façon dont vous allez appréhender la stratégie marketing au global, et plus particulièrement la stratégie digitale, qui va être intéressante. Et donc la solution, elle est souvent plus dans la méthodologie que dans l'outil en tant que tel. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir juste après la conférence. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et pouvoir y répondre si effectivement vous avez des questions précises ou un peu plus vagues. Et je voulais aussi surtout vous dire merci pour votre écoute. Merci.